Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bienvenue, bonsoir à vous, bonsoir le chat, comment tu vas? Très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de Backseat, votre grand rendez-vous d'actualité politique sur Twitch, comme chaque semaine. Je suis extrêmement bien entouré, je suis avec mes chroniqueurs de grand talent, notamment Usul, salut. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? J'ai la patate ce soir. Ouais, j'ai vu que t'avais vraiment la patate ce soir. J'ai vraiment la patate. La semaine dernière, j'avais pas trop la patate, mais là, j'ai vraiment la patate. C'est Fabien Roussel qui donne la patate ou C'est Chronomusique? un peu les deux. Mais c'est une super émission ce On soir. a un plateau, voilà, on a deux invités exceptionnels. Et ça, c'est cool. Tu peux cacher la bouteille en plastique. On fait croire qu'on n'a pas de bouteille en plastique sur ce plateau. Ouais, très bien. Avec nous également Léa. Salut Léa. Bonsoir. Ça va? Bah, moins bien que Jules, du coup. Oh, la patate quand même. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Ok, d'accord. Non, je déconne. Ça va. Non, mais comme lui, il va super bien, bah, du coup. Mais on va tous super bien. Et toi, Gaspard, comment tu vas? Très bien, très bien. Au fond du trou. Fond du trou, Décrescendo. j'ai envie de crever. Eh ben, bonsoir à vous trois. J'espère que vous avez passé une bonne. Moi, je suis allé voir Dune. Ça y est, je suis allé Ah. voir Dune. Putain, c'est beau. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, mais il est La encore aussi. claque. Mais claque. il est encore au ciné jusqu'en décembre. Ah non, mais il faut aller le voir. trois Aller voir fois. Dune. Ok. Le nombre, j'étais dans le ciné. Le nombre de fois, je me suis dit, tiens, ça, c'est mon futur fond d'écran. Ah non, plutôt ça. Ah non, encore ça. Belle Et en photo, fait- donc. Mais tout le film est beau. Genre Bah chaque oui. plan de caméra est un tableau, c'est une merveille. J'ai vraiment adoré. Chaque vision de Zendaya est une pub Lancôme. Oui, par ailleurs. C'est magnifique. Ouais, par ailleurs, c'est vrai. Non, vraiment super film. Et non, je sais pas, vous avez fait quoi de beau vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Beaucoup de choses, moi. Qu'est-ce que t'as fait toi? Bah, déjà, on a sorti l'épisode sur Marine Le Pen lundi. Allez le voir, ouvrez les Ouais. guillemets sur Marine Le Pen. Ouvrez l'Elysée, ça s'appelle. Hein. Tu permets que je te reprenne? Oui, c'est vrai, oui, on avait dit ça, oui, c'est vrai. Et puis, bah, là, cet après-midi, j'ai enfin enregistré l'émission dont je parlais la semaine dernière. Laquelle? Celle pour Blast, Ah. où je vais faire des portraits avec mon camarade de host politique, voilà, de grandes figures de la Ve République qui sont encore convoquées aujourd'hui par les acteurs d'aujourd'hui. Donc, comment les gens s'en sont emparés ou pas? Est-ce qu'on peut Genre faire de un Gaulle. bilan? Genre de Gaulle, ça peut être VGE, ça peut être Mitterrand, ça peut être Jospin, ça peut être Rocard, ça peut être Tapie. Tapis. Des gens encore en vie, alors. Alors, nous, on a dit des gens morts ou presque. D'accord. Donc, ça Bonsoir, va, Lionel, mais toi, si c'est tu normal, nous le message. entends. Tu parles de t'embrasse, Tapis, hein. c'est marrant, mais quand Tapis est décédé, moi j'ai fait ma revue d'actu comme d'habitude sur ma chaîne et j'avais prévu de parler de Bernard Tapie. Et quand j'ai annoncé que j'avais l'intention de parler de Bernard Tapie, tout mon chat, enfin une grande partie du chat m'a dit oh non, viens, on n'en parle pas, c'est un salaud, c'est un arnaqueur, etc. Et je me suis dit, putain, les gars, j'ai d'autant plus envie de vous en parler que vous avez cette réaction-là. Parce que Bernard Tapie, que ça nous plaise ou non, c'est un moment politique de l'histoire de la Ve République. C'est un mec qui a pesé à un moment une histoire particulière et j'ai envie d'en parler pour ce que c'est-à-dire un phénomène limité à ce que c'est, mais enfin, quand même, ça dit des choses. Donc, Peut-être l'âge aussi, hein, parce que moi j'ai l'impression que pour les gens qui ont mon âge aujourd'hui, 23, 24, 25 ans, bah, on sait qui c'est, mais en fait on le connaît à travers les affaires. C'est Mais le oui. truand de nos parents, tu vois. Notre génération, à nous, elle a grandi avec la Ambition descente en et fait tout. de, Ouais, de c'est Bernard ça. Tapie. Oui. C'était Oui, moi aussi, les j'ai pas affaires, connu. c'était le tribunal, Ah bon c'était l'arbitrage, Bon. etc. Ah bon On n'a pas connu. Non, mais c'est vrai. On n'a pas connu les années 80. Mes Ouais, parents voilà. m'ont parlé, ils m'ont dit les années 80, Jean, tu te rends pas compte, Tapie, c'était un truc. Hein. Ouais. Il arrivait à la télé, il nous faisait des émissions, il parlait d'entreprises, de machin. C'était une époque, c'était un truc particulier, quoi. Et nous, on n'a pas connu ça. Voilà. Donc, Et ben moi, je suis d'autant plus content ce soir que cet après-midi, du coup, on a enregistré chez Blast l'épisode sur Georges Marchais. ouais. Voilà, et qu'on reçoit ce soir le premier secrétaire du Parti communiste. Donc évidemment, j'aurai une petite question sur l'héritage de Georges Marchais. Je pense que tu Bien me laisseras sûr. la poser. D'autant plus qu'en fait, ça fait un mois que je bosse sur Georges Marchais, donc je suis chaud comme la braise. On va préciser que Georges Marchais est ancien premier secrétaire du Parti communiste Évidemment, français. pendant 22 ou 23 ans, un truc comme ça, 22 ans, je Multi-candidat crois. à l'élection présidentielle, et c'est lui qui a ouvert le Parti communiste à une époque où Moscou laissait un petit peu la bride, et ce qui a donné le programme commun. Mais- Non, ça se discute parce Ça se que discute non, ça a duré Putain, ça y est. 2-3 ans l'ouverture pour Georges Marchais. Le reste du temps, il a suivi la ligne de Moscou parce que Moscou avait des billes contre lui si jamais il cassait les couilles, notamment qu'est-ce qu'il avait branlé pendant l'occupation, etc., etc. Ça y Et est, on Moscou parle avait de les Georges documents. Marchais, putain. Non, Mais ça, on et n'en donc, parle du pas coup, dans j'ai hâte de l'émission, voir. Non, mais du coup, j'ai sur hâte de voir. Blast, J'ai hâte de voir ta mais vidéo donc, je très vous le bien dis ce soir. pubée. Léa, Gaspard, ces derniers temps, Moi, j'ai fini mon livre hier. Ah, t'as fini de lire un livre ou t'as fini d'écrire? J'ai Non, t'as fini fini. Ah oui, d'écrire mon d'accord. livre. Et ça, c'était un grand moment, quoi. Genre, j'ai écrit fin, comme dans les films. En gros caractère. Il comme sort ça. quand ce bouquin? Mars. Mars. Et il Ouais. parle de quoi? De la place des femmes en politique en France. Alright, super. Il Et y a ben une écoute, on a. perspective historique, il y a des comparaisons internationales, et puis il y a des propositions. Est-ce que ça va pas? Eh ben, qui sait, tu seras peut-être notre invité de la semaine en mars prochain. Nous en parler. Voilà, ça va être compliqué, là. Et toi, Gaspard? vous avez des actus de la semaine de ouf. Moi j'ai. T'as sorti une vidéo, toi? Ouais, mais j'ai débattu avec Sarah El Haïry. Ah, tu Et peux débattre la avec, ministre de la Voilà, jeunesse. et de déléguée à la jeunesse et à l'engagement. Ce qui était
intéressant. Et ça sort demain. Et c'est dans quel C'était, cadre comment tu t'es retrouvé à débattre avec elle? Ça t'a pas donné envie de crever? Ça m'a. Non, en tout cas, enfin. Est-ce qu'elle t'a parlé de C'était un peu wokisme? un Parce dialogue. que c'est C'était quand un dialogue même, un peu de sourds en vérité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une conférence avec elle sur l'engagement de la jeunesse. Et en fait, j'ai commencé. C'était à Sciences Po. Et Sciences Po lui verse un espèce de tapis rouge. Et moi, j'étais pas du tout habitué à Sciences Po, etc. Je réalise en fait que Sur ce mot Paris? ouais, et qu'on lisse absolument tous les. Ouais, sinon on appelle ça les tu- IEP de province. Ah oui, Bref, qu'on lisse absolument tous ses propos, qu'on lui sert du chère Madame Bah, la les ministre, ministres, etc., hein. etc. C'est Ouais, mais une non. ancienne Non, de mais Sciences Po, c'est- non, c'est une Exact. alumni, t'imagines? Je sais pas. À vérifier, Peut-être que pense Sarah pas Liret qu'elle fait soit Sciences Po. Sciences Po. Mais toujours est-il que je commence un peu à la titiller en live sur l'inaction, tu vois, du gouvernement. En plus, à l'époque, enfin, Mais non, le gouvernement, il a tant fait. Et bref, le repas à un avec euro. Mais le c'est chèque vraiment un psy. punk, toi, hein, tu Laisse t'en parler reconnais Gaspard, rien. vas-y, Gaspard. Avec du coup des files d'attente pour des colis alimentaires qu'on voyait encore dans la presse. Et je commence à la confronter là-dessus. Et puis je vois toute la salle, surtout les organisateurs qui sont un peu en mode genre. Ah bon? Sérieux? Et en qu'est-ce fait, qu'il fait? il Il y a- pose des questions, Et il ce y a un- con. Non, mais en fait, voilà, exactement. En tout cas, j'ai compris à travers ces gestes-là que la place n'était pas au dialogue, mais plutôt à l'espèce de soupe politicienne. Et du coup, je lui ai proposé de débattre sur une chaîne neutre. Et du coup, on a débattu sur une chaîne qui s'appelle Le Crayon. Et ça sort demain. Ok. Et franchement, je sais pas si c'est un débat. Je pense que c'est plutôt un dialogue de sourds, encore une fois. Mais c'était intéressant. Et Sarah El Haïry, quoi. Bah oui, Non. ça pose vraiment la question de. Il y a des fois, tu débats avec des gens, tu te dis, mais est-ce qu'ils font exprès de pas comprendre ou est-ce qu'ils comprennent pas? Sarah El Haïry, le doute est permis. On sait Vous êtes pas méchant avec exactement. Sarah El Haïry. Non, mais- C'est pas facile d'être ministre de la jeunesse. Hein. Non, mais on peut plus rien dire. De toute façon. Non, mais ça attends, elle défonce le cherche aussi. particulièrement. Elle n'est pas juste une mauvaise ministre de la jeunesse. Elle est. Attendez, en plus, elle est pas là pour se défendre. Non, attendez. Non. Ouais, bah, très bien, on elle peut nous l'accueille, écrire, hein, elle a qu'à elle venir quand elle Elle va veut. venir Tiens, nous hop. expliquer que tout ce qui nous divise et tout ce qui nous rassemble nous rassemble et que c'est important d'être unis, c'est mieux que d'être divisé. Putain, elle commence bien cette émission. Allez, c'est parti. On va partir sur les sujets de la semaine, les amis. C'est parti, sujet de la semaine. C'était d'un spontané ces applaudissements. Merci le public. Vous êtes extraordinaire le public. Les sujets de la semaine. Cette semaine, les amis, il y a 2 sujets qu'on a sélectionnés sur lesquels j'ai envie d'entendre vos retours. Le premier sujet qui a fait l'actualité, c'est la naissance d'un nouveau parti, New Player Entered the Game. Nouveau parti créé par Édouard Philippe, que vous voyez à l'image. Non. c'est Édouard lui. Philippe, Je le reconnais. ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est sorti de son relatif silence. Il avait déjà publié un bouquin dont on avait un petit peu parlé. Et il est sorti de son silence. Ça y est, il a lancé son mouvement à l'occasion d'un grand raout à plus de 3000 personnes dans sa ville du Havre. Il a lancé un parti qui s'appelle Horizon. Nouveau parti qui entend faire partie de la grande famille du macronisme. Il a lui-même annoncé qu'il était d'accord pour rejoindre la maison commune qui est en train d'être créée par les ténors du parti. Pas à n'importe quelle condition, on pourra en parler. Édouard Philippe, donc, qui a fait son discours en positionnant ce parti, en assumant le caractère jambe droite de la Macronie, sachant que le même week-end est né également un autre parti qui s'appelle Territoire de Progrès, qui existait avant sous forme d'assos, qui maintenant est officiellement un parti et qui est censé représenter la jambe gauche de la Macronie. Toujours est-il qu'Édouard Philippe, un ancien Premier ministre qui est en cours de mandat, lance un parti politique, c'est pas anodin. Comment pensez-vous que Emmanuel Macron a regardé ça dimanche chez lui? Déjà, je Léa. voulais préciser un truc. Gilles Boyer, qui est donc son BFF et qui est numéro 2 du parti, il a insisté sur le fait que c'était pas un mouvement. Ok. Alors, il se distingue en disant c'est un parti et nous on fait confiance au parti. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ça. Macron, je pense que c'était prévu. Enfin, il n'a pas découvert dimanche. C'était attendu. C'était attendu. Après, je veux dire, Philippe, il nous fait ce qu'ont fait quasiment tous les premiers ministres de la République, enfin depuis 58, c'est-à-dire quand tu es Premier ministre, bah, tu tentes, tu commences à essayer d'avoir une espèce d'existence politique individuelle. C'est-à-dire, donc, tu vois, je ne sais pas si vous vous souvenez, Villepin avait quand même lancé son parti en 2010. Villepin Villepin était sur les rails pour devenir candidat ouais. du camp. Hein. C'était contre Sarkozy à Et l'époque. du coup, c'était quand même assez intéressant. Alors, ils ont tous tenté. Le seul qui a réussi, c'était Pompidou. Mais finalement, c'est assez intéressant de voir que il
y a quand même cette espèce de malédiction de tous les premiers ministres qui tentent et qui sont trop chauds parce qu'ils se disent ok, je suis Premier ministre, next step, président, c'est sûr, et qui y vont. Et là, j'ai l'impression qu'Édouard Philippe, il est en train de faire le truc un peu comme ça en se disant non, mais il fait une Édouard Philippe, les gens m'aiment bien, je vais y aller tranquillou bilou, ça va bien se passer, sauf que dans 5 ans, personne ne saura, enfin, tout le monde l'aura oublié, quoi. Il y a que Chirac et Pompidou qui ont été Premier ministre avant de devenir président de la République. Tous les autres, Chirac Hollande n'a aussi, jamais oui. été Premier ministre, Juste, Sarkozy n'a jamais Chirac été Premier aussi, t'as ministre, raison, ouais. et Macron Et puis n'a tous jamais les été premiers Premier ministres qui ont ministre. tenté Et tous les n'ont autres pas sont réussi. pété la gueule. Il y a une malédiction, c'est intéressant. Jusqu'à Jospin, Est-ce quoi. que, mais alors du coup, tu m'amènes sur la question, est-ce que Gaspard, tu penses que Édouard Philippe rêve de l'Élysée en se rasant le matin, en se peignant la Sa barbe en blanc barbe bigou. Bah, probablement pas, parce que, enfin, en tout cas, j'y mettrais un petit peu de nuance aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les sondages, c'est la personnalité politique préférée des Français. Il a 75%, ça c'est Challenge qui dit ça, 75% d'opinion favorable chez les électeurs de Fillon, très populaire chez les macronistes à 81%, et même chez les écolos, il est à 66% d'opinion favorable. Donc, en vérité, si vous voulez y aller, il pourrait, en fait, il lui manque pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression que là, il se positionne. On dit ça aussi un peu de Bruno Le Maire de temps en temps, en disant que Bruno Le Maire pourrait être Il est discret, le maire. ouais, discret, proche du coup, enfin, qui reste à sa place au gouvernement par rapport à Philippe qui essaye de, Philippe Ouais. qui est parti déjà. oui, qui est parti. Non, exact, mais qui monte son mouvement. Moi, je pense pas. Moi, ce qui m'a marqué en revanche, c'est la forme un peu one man show. Je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. On peut remettre des images, la régie, Ouais. si Ouais. vous avez toujours ce que C'est vrai que ça devient un peu C'était TEDx, quoi. C'était grave TEDx, Ouais. Eh très, ben, moi, très alors, sur start-up. la forme, j'ai trouvé Ouais. ça pas trop mal. Ouais, on Au garde un sens peu. de- ça change un peu. Est-ce qu'on peut parler du fond? Même si la direction artistique est à chier, maintenant qu'on a parlé de la à forme, chier par terre. on peut parler du fond. Avant ça, encore une fois, un tout petit peu de stratégie quand même. Dans leur dernier livre qui vient de sortir, Davé et Davé l'homme. et l'homme, écrivent, ils racontent la passation de pouvoir en 2017, ce moment où François Hollande passe le pouvoir à Emmanuel Macron, et François Hollande dit à Macron, toi aussi tu seras trahi. Sous-entendu par Toi Édouard aussi, Philippe. mon fils. Ce à quoi Macron lui aurait répondu, il n'osera pas, il me doit tout, en parlant d'Édouard Philippe. Est-ce que vous pensez qu'il va se faire trahir à terme? Bah, de toute façon, non, je sais pas. Mais donc, et du coup, d'ailleurs, cet article, c'est peut-être qu'on a lu le même, cet article qui fait un peu un compte-rendu du bouquin de Davé et l'homme, qui a l'air très intéressant. Hein. C'est les bouquins de fin de règne, là, où tu racontes tous les bails des 5 ans. Voilà. Même s'il y a de grosses différences entre ce bouquin-là et le fameux « un président ne devrait pas dire ça », c'est que cette fois-ci, apparemment, les collaborateurs proches de Macron ont plutôt eu la consigne de ne pas parler à Davé et Tu l'homme. m'étonnes. Donc bah voilà, parce que ça avait beaucoup coûté cher politiquement à François Hollande. non. Donc cette fois-ci, bon, les gens ont parlé le moins possible à ces deux journalistes qui nous sortent quand même des trucs, parce que Attali, par exemple, a parlé, et donc il y a une citation d'Attali sur cette question-là précisément, qui dit Emmanuel Macron est très intelligent, mais il n'a aucun sens moral, contrairement à Édouard Philippe, qui est moins intelligent, mais qui lui a une morale. Et Jacques Attali dit plutôt que bon, normalement, Édouard Philippe ne devrait pas trahir. Là, il est parti pour plutôt attendre son tour, qui devrait plutôt être le tour d'après. Là, je pense qu'il capitalise, si on est sur le commentaire de la course de petits chevaux et de quelles sont les stratégies personnelles des uns et des autres, il capitalise sur le fait que LR, c'est un fiasco. Oui, Et bien que sûr, la ouais. candidature LR, tu peux pas créer ton truc de droite, ton mouvement de droite et être la prochaine grande figure de la droite qui éventuellement va accéder à la présidentielle en te basant sur ce parti en ruine qui galère à trouver sa ligne politique, etc. Alors vaut mieux être dans la roue de Macron, qui est l'héritier naturel de la droite finalement, hein, l'héritier ordinaire. Et donc lui, il a trouvé sa ligne politique qui n'est pas une course à l'échalote identitaire. C'est là où il y a une petite nuance. C'est pas la surenchère identitaire, contrairement à Bertrand, Pécresse et d'autres, qui sont là à dire oui, Éric Zemmour a raison, mais enfin quand même il est extrême. On est d'accord avec les constats, mais il est un peu extrême dans les conclusions. Lui, il est là pour dire moi mon truc c'est la dette. Moi je vais vous faire du baladur en fait. Je vais vous faire du baladur. Pour être très précis, Édouard Philippe a proposé 20 principes de son parti Horizon. Ah non, mais il y a plein de Parmi trucs, il y a lesquels- plein de trucs réac racistes dedans. Hein. Oui, non, On est mais d'accord. pour hein. préciser ce que tu es en train de dire, effectivement, pour parler du fond, donc, Édouard Philippe propose de poursuivre la transformation du pays et il a appelé à mettre de l'ordre dans les comptes comme dans la rue. Voilà. Donc la question de l'ordre dans la rue, on voit à peu près ce que c'est. On est sur de la sécurité. Oui, mais le thème la classique. différence, Et c'est l'ordre dans les comptes, donc ça fait référence à La dette. à la question de l'endettement, à la question de la dette, du déficit
déficit et de la dette. La dernière fois, on avait reçu du coup Philippe Juvin qui nous disait oui, il faudrait plus de services publics. Alors plus de pognon. Non, pas plus de pognon. Il faut qu'il y ait moins d'impôts. Et du coup, les services publics, on va juste dégraisser un peu le personnel administratif. C'est ce que nous a dit Philippe Juvin. Oui. C'est ce que nous a dit Philippe Juvin il y a 2 semaines. Lui, il dit oui, non, on va continuer la saignée. On va partir sur une retraite à 67 ans. Alors, nous, ça nous paraît. Je ne sais pas s'il y a des gens ici ou les gens qui nous regardent, qui ont des parents ouvriers, qui ont des parents aide à domicile, je ne sais quoi. Vous les imaginez bosser à 67 ans. Nous, ça nous fait tomber de notre chaise. Mais pour d'autres gens, c'est une marque de sérieux de dire les pauvres vont bosser jusqu'à ce qu'ils crèvent. Point. Jusqu'à leur espérance de vie en bonne santé. Et 1 an ou 2 au-delà, même s'il faut. Voilà. Édouard Philippe est là-dessus. Ça fait sérieux à droite. Édouard Philippe, qui maintient quand même un sérieux avantage dans la Macronie. On voit par exemple que certes, il n'a pas réussi à remettre à l'ordre du jour sa fameuse réforme des retraites dont il aurait bien voulu qu'elle soit reprise par Jean Castex. Mais par contre, il a réussi à obtenir l'annulation du revenu d'engagement. Dans une interview, je crois que c'était au Figaro, je ne sais plus, Édouard Philippe disait oh là, ce truc-là pour les jeunes, là, le truc mal financé, moi je ne suis pas trop pour qu'on donne de l'argent comme ça aux jeunes. Non, il faut qu'ils aillent bosser, on est en pleine reprise économique, etc. Il a obtenu gain de cause, si tant est que c'était une revendication personnelle. Ce n'est pas le seul à défendre ça. Bruno Le Maire aussi était d'accord là-dessus. En tout cas, pour boucler et conclure, je veux juste conclure mon truc, c'est que tous les trucs identitaires, parce que tu as dit l'ordre dans la rue, l'ordre dans la rue, ça dit quand même un peu ce que ça veut dire. C'est quand même le Premier ministre qui était en charge au moment où on éborgnait les gilets jaunes. Hein. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a aucun problème à muter le préfet l'allemand de Bordeaux à Paris pour maintenir l'ordre. Et on est quand même sur un gars qui a de bonnes bases à ce niveau-là. Mais il n'a pas besoin de faire de la surenchère. Il se dit, ça va pas être ça ma valeur ajoutée. Ouais. Le camp de la droite, ça doit pas représenter que ça, sinon on va se perdre. Il faut qu'on soit le sérieux budgétaire et c'est ça qu'il faut qu'on incarne. Mine de rien, Fillon incarnait ça, plus le côté réac. Fillon disait, on va faire une saignée de 500 000 fonctionnaires, etc. Tout en disant, et en plus, je suis bien un bon gros cateau réac avec la grande famille de 9 enfants et le château et tout, vous en faites pas. Édouard Philippe insiste moins là-dessus, lui il reste vraiment sur le sérieux budgétaire, ça va être ça sa ligne. Bon voilà, moi j'ai... Édouard Philippe qui, je le rappelle, est un juppéiste, donc est plutôt sur la ligne Juppé. Léa, comment est-ce que tu expliques le fait qu'Édouard Philippe reste très populaire après quelques mois ça m'échappe seulement. Totalement. Moi, ça t'échappe, toi ? Sa popularité depuis le début, elle m'échappe. Ah ouais. Ouais. Je pense que si, je sais pas, si je vois pas ce qui est aussi. Alors, non, mais tu peux dire que tu sais pas. J'ai vraiment du mal à comprendre. Vraiment, ça m'échappe et surtout chez les sympathisants effectivement de gauche. Et ce que tu disais tout à l'heure, Gaspard, c'est vrai depuis des mois. Chez certains sympathisants ELV notamment, c'est vrai qu'il séduit quoi. Et moi, ça m'échappe un peu. Je comprends pas pourquoi en fait. J'ai vraiment du mal à suivre. Moi, j'ai une idée, mais c'est quoi ? En fait, il y a un truc quand même, il y a un épisode quand même dans l'affaire Philippe qui, je pense, a pu marquer quand même pas mal de Français, notamment parce que ça a fait beaucoup d'audimat à l'époque. C'était ces fameuses conférences de presse pendant la gestion du Covid. Édouard Philippe. Le fait qu'il ait reconnu qu'il savait pas tout. Exactement. Il a eu des mots à des moments qui ont été reconnus quand même par beaucoup d'observateurs comme des mots de ce qu'on appelle un homme d'État, c'est-à-dire un mec un peu au-dessus de la mêlée, quand il disait, vous savez, il y a un côté, je vais vous parler un peu clairement. On est face à un péril majeur qui s'appelle une pandémie mondiale. On ne sait pas tout. On ne peut pas tout, on fait un peu ce qu'on peut. À un moment, il avait répondu tac au tac à un journaliste qui lui demandait est-ce que vous n'avez pas peur de prendre des mauvaises décisions ? Il avait répondu, vous savez, en ce moment, je ne prends que des mauvaises décisions. J'ai le choix contre de mauvaises décisions. Et franchement, en ce moment, c'est pas facile. Et il y avait un côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'opinion publique qui ont pu entendre ce côté. Ouais. Tiens, un mec qui, à la différence d'Emmanuel Macron, qui lui nous faisait des allocutions à la télévision en nous disant on va se relever, la France, nous sommes en guerre, mais on va y arriver, une espèce de très macronien d'ailleurs, un truc qui a pu séduire un autre type d'électorat. Mais voilà, j'ai l'impression que ce petit épisode du Covid a pu laisser entendre qu'Édouard Philippe était plutôt un bon gars pour beaucoup de gens, même si il y a quand même eu le fiasco des masques et des tests dont il incarnait un peu le bon père de famille à ce moment-là. Ouais, d'État même. Le Premier ministre surtout qui s'en est pris plein la tronche avec le Covid-19, c'est Jean Castex justement qui était aussi un peu au départ. Vas-y, Jules, tu peux. Non, j'ai rien fait. Non, mais qui a été aussi vu pour certains, qui a été placé là aussi pour être monsieur gestion de crise avec son... Moi, ce qui m'a un peu marqué aussi, c'est on n'a pas trop parlé de son anti-wokisme et de cette volonté de se battre contre la police de la pensée. Il a eu une phrase, ouais. Qui a une petite phrase sur Homer. Qui est devenu un passage obligé, en fait. Ouais, ils sont tous comme ça. Non, mais vas-y, Gaspard, continue. Moi, j'y vois en tout cas un peu de...
Ouais, de volonté d'aller séduire des jeunes qui aujourd'hui peuvent être séduits par des idées plus zémouriennes, une volonté d'être un peu voilà anti-woke. Enfin, je veux dire, je trouve ça intéressant. Je trouve pas ça anodin le fait que il se positionne comme ça. Surtout que tu le dis, hein, il était sur une ligne jupéiste depuis le début, depuis ces 10-15 dernières années. Et je sais pas si profondément c'est la droite qui l'incarne, cette droite anti-woke, cette droite anti-progressiste, cette Non, droite je suis pas anti. persuadé non plus, je suis comme toi. Je trouve que ça jure dans sa bouche. Ouais, Je ça, trouve que ça jure marche dans pas, d'autres ça bouches, marche mais pas dans la très sienne. bien. Ouais, Ça marche sonne pas un des peu masses. faux. Il y en a un qui démolit la figure aujourd'hui d'Édouard Philippe dans une interview au Figaro, c'est Christian Jacob, le patron du Parti Les Républicains qui est en train d'organiser son congrès pour le 4 décembre prochain. Ouais, tu m'étonnes, ils Qui doivent dit, avoir le il a seum. déclaré, je crois, d'ailleurs c'est le titre de l'article, c'est Édouard Philippe a détruit la France. Ou a mis le feu à la France, je ne sais plus exactement quel mot qu'il utilise. Pour les Gilets jaunes. Il parle des gilets. Oui, il parle des gilets. Il parle d'une Ah, des manière gilets générale. jaunes. Il fait le bilan il fait le bilan d'Édouard Philippe en disant Édouard Philippe me parlait pas de ce mec-là. Il est pas de notre famille. Il est pas de chez nous, etc. Tu sens un espèce de réflexe pavlovien de panique des Républicains qui voient bien qu'Édouard Philippe séduit énormément de gens de l'électorat des Républicains. D'autant qu'il y a un autre truc. Et là, je retrouve le Édouard Philippe très malin politiquement. C'est que dans son discours de présentation de son parti Horizon, il a été très précis sur le fait qu'il avait bien l'intention d'engranger des soutiens de maires et d'élus locaux. Et ça, moi, ça a fait tilt quand il a dit ça. Parce que c'est pas juste pour dire, moi les maires, j'adore les maires, les territoires, tout le monde le dit. Lui, il sait très très bien que quand il dit, j'invite les maires à adhérer, d'ailleurs je crois même qu'il y aura une catégorie d'adhésion à son parti, spécialement pour les maires, il vise les maires, les républicains, clairement. Il vise les maires, les républicains. Je rappelle que les républicains ont remporté énormément de petites villes pendant les élections municipales. Il y a une vraie force de frappe locale du parti Les Républicains, et j'ai bien l'impression qu'Édouard Philippe, il a l'intention de faire une OPA précisément sur ce sujet-là. Et je pense qu'il est très malin en faisant ça. Bah, c'est ce que je disais, hein, il y a un parti qui est manifestement en décrépitude, qui est perdu en tout cas, qui est en déshérence. Voilà, le bon mot ce serait déshérence. Un parti qui est en déshérence, qui ne sait plus où il est. Voilà, il reste juste une guerre des chefs, des chefs qui sont dans l'outrance, qui se battent entre eux, mais il n'y a pas de projet commun. Tout le monde ne s'est pas opposé à Macron avec la même vigueur. Voilà. Bon bah lui il dit je vous offre une maison pour vous. Avec une ligne idéologique qui est le classique truc de l'austérité, de la rigueur budgétaire. Et qui parle à beaucoup de gens, qui parle à Qui tout parle à- un électorat bah oui, mobilisé, bien sûr. Non, c'est pour ça, c'est très baladur. C'est très Ouais, très ouais, baladur c'est très pour les baladur. vieux qui nous regardent. C'est très baladur. On vous embrasse évidemment. Autre sujet de la semaine, les amis, que je voulais aborder avec vous, c'est cette conférence qu'a organisée Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée lundi dernier pour présenter son grand plan d'investissement qui s'appelle France 2030. Un plan d'investissement de 30 milliards d'euros répartis dans plein de domaines d'activité, mais surtout autour de la question de la réindustrialisation du pays, de son appareil productif et de son innovation La en matière remontada. industrielle. La remontada de l'industrie française. France 2030, donc ce grand projet où Emmanuel Macron, voilà, il s'est remis dans son côté jupitérien, je trace des caps à long terme et l'intendance suivra. Discours qui a été analysé comme... discours qui a été annulé comme... qui a été interprété pour beaucoup comme un espèce de simili-discours de campagne. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez suivi? J'ai l'impression que Léa, tu es d'accord avec ça. Mais il était déjà en campagne depuis un bail. Enfin, pour moi, il est en campagne depuis le mois d'août, mais là, c'était évident, quoi. Et il est en campagne sur des choses qu'il maîtrise, qui sont l'innovation, qui sont la Startup Nation. Il se remet un peu dans ce délire, dans un côté plus réformiste et en soutien à l'activité, plus que quand il s'était présenté en 2017 où il voulait carrément faire la révolution avec son livre éponyme, pardon. Mais vraiment, on est là. Il va, à partir de fin octobre, aller expliquer ce plan dans toute la France. Tu vas pas me dire que c'est pas une campagne quand même. Enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Oui. Moi, ça commence à me saouler un peu, enfin, gentiment, mais tous les présidents l'ont fait. Tout le monde, mais bien sûr. Mais bien sûr, et tout le monde le fera. Mais qu'ils l'admettent au moins. Je veux dire, s'il attend apparemment, il attendrait janvier pour se lancer vraiment. Pour moi, il va attendre le dernier moment. Ça fait chier parce qu'en plus, tu vois, genre, je me souviens, il y a 2 semaines, je me suis pris la tête avec une députée de La République En Marche de Paris, j'ai oublié Marie Lebec. Oui, Marie Lebec, ouais. Qui a fait un tweet. Oh, je me suis pris le bec avec Marie Lebec. J'avais répondu à un de ses tweets, elle avait fait un tweet en disant oui, alors Pécresse va se lancer à la course à la présidentielle, Hidalgo se lance à la course à la présidentielle, qui va s'occuper des Franciliens et des Parisiens? C'est là, mais tu te fous de la gueule du monde, quoi. T'es là avec un président qui est en campagne depuis 3 mois, c'est quoi cette espèce de...
soyez au moins honnête, quoi. Non, Vous non, avez mais, dit- mais ça, c'est un c'est argument de merde. pénible, quoi. Pour le coup, moi, je fais partie de ceux qui ne voient pas d'inconvénient au fait d'être en exercice et en campagne en même temps. Ouais, mais Je il faut considère le que ça a dire. toujours été le cas. Bien qu'il sûr, faut- moi non plus, je pourquoi pas ne vois pas En même temps, l'inconvénient. Mais il y est, attention, quoi. parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron, à la différence de tous les autres candidats, il est en poste. Donc, il est dans une position de défense du titre. Il Et défend son d'ailleurs, il y titre. a une Ouais. confusion dans son plan de relance 2030 là. Quelle confusion. Il y a une confusion. Est-ce que c'est le plan pour la France? Genre c'est voté le truc? Bah non, apparemment c'est pas au projet Il y a de loi de quelques finances. mesures. par Si, ailleurs, si, il y a c'est pas au quelques budget. mesures. Il y a quelques mesures qui sont au Il y a budget. quelques mesures qui ont été reprises aussi de France Relance. Oui. Et puis, il y a quelques mesures qui vont être présentées On est à d'accord l'Assemblée que nationale, largement, c'est un truc qui, pour le moment, n'est pas au projet de loi de finances, c'est-à-dire n'est pas quelques ni- dispositions. ni seulement, ouais. voté, ni rien. Je crois qu'il y a C'est-à-dire, 400 milliards au c'est projet de loi de quasiment, finances. il a fait la promotion d'éventuelles promesses électorales, parce que son plan 2030, mine de rien, le mandat, il va commencer en 2022, il va s'arrêter en 2027. En gros, c'est le plan pour aller jusqu'à 2027, quoi. C'est le plan de ces 5 oui. prochaines années, donc il y a une partie des budgets qui sont pas du tout votés, ou je sais pas quoi, c'est des promesses. Ah ouais, c'est Ouais, ouais, exactement ça ressemble ouais. beaucoup à des Mais, promesses. oui, mais je crois qu'il y a une confusion dans l'opinion publique entre est-ce qu'on est sur un mec qui nous fait des promesses sur un truc de sa campagne, ou est-ce qu'on est sur des engagements du président avec un projet qui de toute façon va arriver ou pas. Je crois qu'il y a une grosse confusion là-dessus et qu'il en joue. Bah, naturellement. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé la question de savoir est-ce que son temps de parole est décompté par le CSA. Oui, mais le CSA ne décompte pas encore le temps de parole des candidats. La campagne officielle n'a pas encore commencé. Ce sera au tout début de l'année 2022. Pour l'instant, Emmanuel Macron, dans son expression, est comptabilisé dans le tiers de temps de parole qui est dévolu à l'exécutif. Voilà. En ce moment, les règles de temps de parole, c'est un tiers exécutif, un tiers majorité, un tiers opposition. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est décompté, oui, en l'état actuel des choses. Il y a un autre truc sur lequel il a beaucoup appuyé dans son plan, dans ce fameux plan France 2030, Emmanuel Macron, c'est sur la valeur travail. Il a eu notamment ce passage qui a été commenté sur les Français font partie de ceux qui bossent le moins, il va falloir se remettre au boulot, etc. Alors beaucoup de gens ont interprété ça sur le travail au long de la semaine, sur les 35 heures, les 39 heures, la question des heures sup, etc. Moi j'y vois surtout aussi le travail au long de la vie, donc c'est le Macron, il voit décalage ça en tout cas, il voyait ça, oui. sur le temps de retraite. Gaspard, est-ce que toi aussi Ouais. tu vois ça comme ça? Oui, et en fait, moi, ce que je vois aussi, c'est que, en effet, ce France 2030, c'est profondément s'inscrit dans une logique très productiviste, on en parlait, et dans un simili d'envie environnementale, mais on ne sait pas trop, et c'est un peu brouillon. Il y a aussi le fait que il y a pas mal d'associations, notamment, qui ont mis en avant le fait qu'il y a très peu de choses sur la rénovation thermique. Pardon, je reprends ça. Sur la rénovation thermique des logements, qui était pourtant quelque chose qui faisait partie Parce que c'est déjà intégrante. voté. Ouais, ça a été Oui, déjà mais voté c'est- dans ce qui la loi faisait- climat. Oui, mais non, mais mon point là-dessus, c'est que il met en avant dans son plan de relance beaucoup de choses sur la rénovation thermique des logements. Il y a presque 30 milliards sur les 100 milliards qui sont investis là-dedans. Et par ailleurs, ici, je vois 1 milliard investi dans le nucléaire. Donc, il y a une volonté profonde de remettre un petit coup vis-à-vis du nucléaire. Et j'ai une réaction de Charles Fournier, qui est un élu EELV, qui nous dit, en vérité, c'est un peu une perte de temps parce que ces petits réacteurs nucléaires que veut commander Macron à travers France 2030, on ne les aurait qu'en 2035 en vérité. Donc il y a une espèce d'incohérence par moment sur sa politique écologique. Ça va. Et bon, ça ne fait que le souligner. Mais je suis d'accord avec toi, Léa, sur le côté, il fait campagne sur la Startup Nation, il va à Mais BPI c'est- France pour ouais, faire un et au-delà de discours. ça, il file de la thune à ses potes, quoi, aussi. Il faut pas oublier ça. Hein. Il est en train de Comment filer ça, de la quel thune. pote Bah, il fait plaisir à l'industrie. Un petit milliard par-ci, un petit milliard Mais par-là, l'industrie, quelques millions c'est par-ci. pas une question de quelques- potes, c'est quand tu es président de la République, le secteur industriel, tu le développes. On sait tu le très bien défends, qui finance tu le ses vends. campagnes. ou tu le vends. Ça, c'est dans le bouquin de Davé et l'homme Ouais, dont on non, parlait ça, je tout suis à l'heure. vraiment- Ils reviennent quand un petit même. peu sur Il est la très, très proche liquidation des du patrons. patrimoine industriel français, notamment depuis que Macron était sous Hollande chargé de l'économie. Il y a eu des liquidations considérables d'Alstom qui passe aux mains Alstom, bien américaines, sûr. etc. Avec des intermédiaires entre les deux qui prennent un pognon de dingue. Et Davé et l'homme, chez Bourdin, vont même jusqu'à dire bah, écoutez, il y a quand même un système qui est pas loin d'un système de corruption. Quand des hauts fonctionnaires de l'État français font des dossiers dans lesquels ils disent très bien, on cède ci, on cède ça, à des groupes, et puis ça peut être des groupes étrangers, etc. Bon, bah, apparemment, il y a des enquêtes qui sont en cours pour voir. Bon, c'est des trucs qu'on saura dans 5 ans, en fait, pour être bien précis. Mais en tout cas, il y a des observateurs qui ont souligné que venir nous parler aujourd'hui de désindustrialisation, quand on a participé à ce point à la désindustrialisation précisément, Ouais, mais attends. il y a quand même un côté un peu ironique. T'as aussi l'analyse de entre-temps, il y a eu la crise du Covid qui est passée et le Bah oui, plan ah France oui. Relance qui a Bah, l'opinion. dit
l'opinion et toute l'Europe, tous les gouvernements européens Oui. ont dit on a un problème d'autonomie stratégique en Europe, on ne produit plus nos propres Bien sûr. médicaments, nos propres avions, nos propres machins, il va falloir qu'on remette le paquet, etc. Pour le coup, j'ai même pas l'impression que ce soit plus macroniste que, Non, mais que attends, juste purement Moi, ce européen. qui m'emmerde aussi dans cette histoire, c'est qu'en fait, il est en train. Typiquement, la question des médicaments, ils vont lâcher je sais plus combien pour qu'on puisse faire Des lignes de production en France. des lignes de production en France, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le paracétamol, etc. Que la recherche planchait. Enfin, vraiment, c'était vraiment très compliqué. On l'a vu, on n'a pas de vaccin qui a été. Pourtant, on a quand même des industries pharmaceutiques qui fonctionnent très très bien en France, une industrie pharmaceutique qui normalement devrait être en pointe. Et on se rend compte que finalement, là où la thune a été perdue, parce que ces boîtes-là ont quand même décidé de lâcher essentiellement de la thune à leurs actionnaires au lieu d'investir dans la recherche, c'est l'État qui va devoir sortir la thune pour réinvestir dans la recherche. Et ben moi, ça me casse les couilles, pour être très sincère. C'est quelque chose qui me fait chier. Et quand je dis qu'il fait des cadeaux à certaines industries, c'est là où je veux en venir. Donc voilà. D'accord. C'est ça pénible, l'État quoi. néolibéral. C'est-à-dire l'État néolibéral, c'est pas un État qui se retire de l'économie. C'est un État qui décide de mettre la société entière au service de ses champions de l'industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, quand il y a la crise du Covid, plutôt que de dire au patron, bah, vous avez fait des investissements et d'habitude vous prenez des dividendes en disant, bah, j'ai fait des investissements, j'ai pris des risques, donc je prends mes dividendes. Là, finalement, le risque il se concrétise aujourd'hui. Tiens, il y a une pandémie mondiale. Bon, bah, on va raquer, c'est pas grave, on va Ouais, voilà. compenser le risque. Et qui Et raque chez aujourd'hui, nous. son plan d'investissement à Macron, c'est finalement un plan où il va un peu piloter du pognon. D'ailleurs, il y a des patrons qui n'aiment pas trop. Il y a des patrons qui sont tellement habitués à être gâtés depuis des années qui lâchent des phrases. Bon, là, c'était dans les Échos aujourd'hui. Il se prend pour qui, en gros, pour nous piloter notre pognon? Bah oui, donc ils vont quand même recevoir du pognon. Hein. Mais ils se plaignent quand même parce que l'État dit j'ai ciblé 10 secteurs et C'est tout. plus le CICE Mais il se maintenant, prend oui. pour qui? Voilà, on nous file plus du pognon gratos. C'est plus l'argent gratuit. Là, maintenant, il y a des secteurs, c'est ciblé et tout. Mais bon, globalement, Sur une partie, d'ailleurs, oui, effectivement, globalement, le principe du capitalisme, c'est quand même aussi de dire le privé est un secteur avec la concurrence qui va créer de l'innovation, etc. Et là, on a quoi? On a un État qui dit bon, bah, on va mettre des billes, nous, c'est-à-dire collectivement, c'est-à-dire tout le monde, nous, ça. on va donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles innovent mieux parce que manifestement, elles innovent pas assez. Donc, Parce qu'elles ont décidé de ne pas capitaliser l'argent C'est- sur la recherche. il de faut que ce soit l'investissement et de piloté, l'investissement. pilotons. S'ils sont pas c'est foutus de aussi, le oui, faire, mais faisons-le. attends, le pilotage, il se trouve aussi justement dans le choix des secteurs stratégiques et des technologies dans lesquelles on va développer. Quand Macron dit qu'il veut faire de l'hydrogène un plan d'avenir pour l'Europe, où il faut que l'Europe développe sa propre technologie là-dessus, etc., c'est aussi l'autonomie stratégique. Pareil pour le Airbus des batteries. Les batteries, pour pas qu'on dépende des pays asiatiques pour se fournir en batterie pour les 50 ans qui viennent, c'est extrêmement important. C'est aussi de la planification. Bah oui, mais Ah, Oui, regarde, bien sûr, on n'est pas Regarde. contre, mais il faut aussi que ces entreprises-là fassent un effort. on C'est se retrouve à peut-être dire une question de quoi? contrôle du coup, mais On se retrouve à dire à Renault, essayez de vous entendre avec PSA, parce que sinon on va être à la bourre. Sinon on va pas y arriver. Puis Renault et PSA, bah, c'est des entreprises capitalistes, donc elles se tirent la bourre l'une et l'autre. Donc le premier qui a fait un petit pas en avant, l'autre il regarde, l'autre il est pas content, etc. Ils veulent pas collaborer comme Macron voudrait qu'ils collaborent. Et pourquoi c'est le capitalisme? C'est normal, ils sont concurrents. Donc à un moment, je crois qu'il va falloir qu'on se pose tout simplement la question du pilotage de l'économie. Macron n'a pas révolutionné l'approche de cette question avec ah non, et puis sa pour le grande... coup, en France, oui, et puis en France, on a une tradition d'interventionnisme fort dans l'économie via le pilotage des investissements, justement. Alors non, mais je suis d'accord Oui, avec on toi file pour de dire que l'argent, ça. on arrose large et après on voit. D'ailleurs, ça pose aussi Mais des ça a été questions. le cas pour Tu EDF, vois, pour la SNCF, pour Mais Air c'est surtout qu'il n'y a France, aucune pour conditionnalité, Airbus. c'est ça aussi le problème. Et c'était aussi le Voilà. problème pendant la Voilà. crise. C'est une question de conditionnalité, c'est davantage ça. Zéro, Oui, mais quoi. justement, et c'est là où tu vois d'ailleurs que parfois l'Union européenne essaie d'avancer un peu plus loin, justement qu'Emmanuel Macron, sur le pilotage et sur la conditionnalité. Alors, la Ça a été le cas dans le conditionnalité cadre- pour l'Union européenne, ça fonctionne essentiellement avec les États étrangers qu'avec les États européens quand même. Alors ça dépend de quelle Union européenne, mais en tout cas pour ce qui est de la Pologne et la Hongrie, c'est la conditionnalité sur les droits de l'homme qui est un peu spécifique. Et pour le reste de l'économie, moi j'ai entendu des députés européens, pas forcément des Français, expliquer que les 100 milliards d'euros du plan de relance à l'échelle européenne allaient devoir être ciblés en fonction des secteurs et Peut-être allaient mieux devoir que- avoir des contreparties précises en termes d'emploi, en termes de standards européens sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les Parce que standards c'est sociaux, aussi etc. ce que critiquaient par exemple pas mal de députés, dont des députés de la majorité, sur les conditionnalités des aides pendant la crise. Enfin, on est absolument. encore dans la crise, mais au plus fort moment de la crise, en disant bon, il y a zéro conditionnalité. Zéro conditionnalité. Ça, c'est quand Regardez même Quant, hallucinant. Quoi. Ouais, Puisqu'on courant. parle d'innovation, parce que ça c'est un truc aussi qui a été reproché au discours de Macron, ça a été de dire bon ok il y a des problèmes qui se posent d'écologie, de ressources, tiens les terres rares, qu'est-ce qu'on fait, comment ça s'appelle là, les semi-conducteurs, machin. Et lui il répond assez souvent par l'innovation. L'innovation c'est un peu la formule magique là des capitalistes. On va s'en sortir parce que l'innovation va faire que. L'innovation
financés par l'État, hein, je rappelle. Hein. Par exemple, prenons Ouais, mais c'est ouais. Quant. Vous connaissez Quant? Ouais, le moteur de recherche français, oui. Le moteur de recherche français arrosé. Depuis des années, on veut notre Google. Bah, on a décidé que ça allait être Quant. Comme ça, vous allez sur Le Monde. Si vous êtes abonné sur Le Monde, leur moteur de recherche interne, c'est Quant. On trouve rien, c'est une catastrophe. Bon, ces Et dans entreprises-là, toutes les administrations aussi. sous perfusion du coup, largement, parce qu'il faut absolument financer l'innovation, n'importe laquelle, du moment que c'est français, se retrouvent avec un truc bof qui arrose ces cadres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, ils sont dans ce système-là, mais ils se mettent bien à coups de pognon, de subventions et de machin. Leur baraque avance pas. Mais on a des secteurs, ils savent pas non plus quand couper les aides. Parce que les aides, ils les donnent à qui? Ils les donnent à des potes innovateurs, de je sais pas quoi. C'est un petit milieu, on s'arrose gentiment dans un petit... Enfin bon, je C'est aussi parce que l'économie européenne est fortement compétitive dès lors qu'elle a des avantages d'innovation. On ne peut pas compétiter avec la Chine et l'Inde sur la quantité d'usines et la quantité de gens qui peuvent produire des trucs. En revanche, sur des très très hautes valeurs ajoutées technologiques, Mais c'est vrai pour ça que qu'il faut l'Europe investir et massivement machin. dans la recherche et le développement, ça c'est clair. Absolument, Mais il faut que les complètement. entreprises Il y a soient le chat responsables aussi. réclame la prise de parole de Non, mais je vous Gaspard. écoute parce on est que moi, remonté ce soir. la vérité, c'est que moi, je me positionne pas des masses par rapport à tout ça. Je sais pas. La seule chose que je remarque, en effet, c'est l'importance d'une prise de position européenne, et ça va être intéressant de voir à quel point tous ces sujets vont émerger pendant la campagne, voir à quel point la place d'une Europe plus forte ou au contraire une souveraineté seulement à l'échelle nationale va permettre de se placer sur ces sujets-là. Ouais, moi je trouve ça intéressant. Je suis pas hyper convaincu en effet de la... Comment on appelle ça, la transparence, en tout cas l'authenticité de ce discours un petit peu écologique, énergétique de Macron. Non, c'est intéressant. Ok. L'hydrogène vert. Les amis, Si je veux conclure, c'est soit on a le marché, soit on a un truc piloté. Si on a un truc piloté qui marche que quand les capitalistes gagnent, tu vois, et que quand ils perdent, c'est encore l'État qui perd pour compenser, pour que les capitalistes continuent à gagner, c'est pas le marché. Je pense qu'on a compris. Oui. Non, je pense qu'on a compris où tu voulais en venir. On va Voilà. passer aux cartes. Voilà. On va passer aux cartes blanches de l'émission. Comme chaque semaine, mes amis, je vous propose de prendre un petit peu de temps chacun et chacune pour me dire un truc que vous avez envie de dire, un conseil de lecture, un coup de cœur, un coup de gueule, un truc dont vous avez envie de parler. Tiens, Gaspard, on va commencer par toi. Ça marche. Aujourd'hui, les amis, moi j'avais envie de vous parler de quelque chose que vous avez peut-être vu passer dans la presse. On en a un peu parlé. C'est l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, qui a décidé de porter plainte mercredi contre McDonald's France. Donc l'UFC, Que Choisir, peut-être les gens ne situent pas trop, alors je vais resituer. C'est une association française bien connue qui est chargée d'informer et de conseiller, de défendre les consommateurs. Et donc l'UFC Que Choisir, qui dépose cette plainte contre McDo, France, c'est important de le préciser, la dépose pour pratiques commerciales douteuses. Trompeuse, pardon. Douteuse, trompeuse. On est à peu près sur le même sujet. En gros, l'asso accuse la marque de fast-food de signer des partenariats avec des très jeunes influenceurs pour qu'ils fassent leur pub de façon plus ou moins déguisée via leurs réseaux sociaux. En effet, ces dernières années, on a pu voir des exemples de vidéos d'enfants influenceurs qui, les yeux émerveillés, ouvrent des colis surprises de McDo avec toute la série de jouets Happy Meal dont vous vous souvenez peut-être. Nostalgie. Oui, c'est absolument. Oui, moi aussi. Parmi ces chaînes YouTube, moi personnellement, je suis pas habitué à voir ce genre de choses parce que c'est des petits algorithmes un peu vicieux ou espèce de niche où c'est surtout sur YouTube Kids que ça existe. On voit le duo légendaire, Maïa et Maman d'amour, 600 000 abonnés. Ça laisse à réfléchir. Peut-être c'est une question de pseudo en fait tout ça. A publié 3 vidéos dans lesquelles la petite Maïa reçoit par surprise des colis de la part du fast-food rouge et jaune. C'est très 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 mignon. Il y a un an, on pouvait voir fleurir sur YouTube Kids aussi des vidéos de jeunes influenceurs qui décidaient d'ouvrir leur propre McDo à la maison. Parmi eux, la chaîne Studio Bubble Tea qui réunit près de 1,8 million d'abonnés ou encore Swan et Neo qui réunissent 5,7 millions d'abonnés. Tout plaqué pour ouvrir un McDo chez soi. Donc à juste titre, quand on voit que le petit Neo est habillé avec un tablier McDo et avec un merch complet de McDo, tablier, gobelet, cornet de frites, package Happy Meal déjà plié de manière industrielle, c'est simple, ils sont plus équipés que le McDo en bas du studio dans lequel une bonne partie de l'équipe et moi-même allons se fournir avant chaque émission Backseat. Est-ce que finalement... Toi aussi, t'as un partenariat Est-ce que les parents... Est-ce que les parents finalement du petit Swan et du petit Néo n'ont pas oublié de déclarer que c'était en effet un placement de produit?
Oups. Alors ça met en colère évidemment cet assaut, l'UFC que choisir. Et il y en a un autre qui n'est pas content, c'est BLM, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a lancé une guerre aux influenceurs sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu cette volonté de repréciser. D'ailleurs, il avait frappé un grand coup, Bercy avait frappé un grand coup en juillet dernier, quand Nabila avait écopé une amende de 20 000 euros pour avoir fait des stories non déclarées en 2018 sur la promotion de services boursiers, sans jamais vraiment dire, un peu nébuleux, etc. etc. Mais si, ce qui est particulièrement horrible, et moi ce qui me rend malade, c'est qu'on martèle à des gamins sur YouTube Kids de façon déguisée un produit qu'on sait ignoble pour la santé. Bon alors nous, en tant qu'adultes, qu'on le consomme, pourquoi pas, mais vraiment ce martelage sur les gamins, je trouve ça assez affreux. Et pour rappel, je termine avec un petit chiffre. D'après une étude publiée par Santé publique France, en juin 2020, plus de la moitié des publicités vues par des enfants ou des ados concernent la malbouffe sur Internet. Merci Gaspard pour cette carte blanche. Et mon McDo me reste encore sur l'estomac. Ouais, non, c'est lourd. Mais c'est vrai que c'est un peu le fournisseur officiel avant Brexit. Léa, Déjà, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que j'arrête pas de renifler tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. c'est pas grave. Ça s'entend pas dans Non, on n'y avait le. pas fait référence. Attends, avec... Vous m'entendez mieux là Oh, meuf. Voilà. Elle est Vous très avez distinguée. compris, hein Tu veux que je fasse Agnès Pannier-Runacher? C'est quoi déjà? Tu dois la faire. Runacher, pardon, j'arrive jamais. Vas-y, dis-le. S'il te plaît. Ah oui, On avait promis de la faire. la ligne de production, c'est pas une punition, c'est la magie, c'est pour mon pays. Voilà. Ça, c'est distingué. Il faut bien que tu parles devant ton micro, Léa. Donc, moi, pour ma carte blanche, j'avais envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Middle England en anglais et qui s'appelle Au cœur de l'Angleterre en français. C'est un roman de Jonathan Coe, qui est donc un auteur anglais, qui est une trilogie en fait. Donc ça, c'est le dernier livre de la trilogie qui parle de pas mal de politique et qui analyse la société anglaise juste avant le Brexit, pendant et après. Et c'est ouf, genre je vous le conseille vraiment. C'est très très bien documenté, vraiment super bien. Je l'ai entendu au Matin de France Q, c'est pas genre, ça parle des discussions en famille, Exactement. des familles que ça a brisées, Exactement, etc. Oui, exactement. Genre c'est vraiment le repas de famille chez ta belle-mère, au fin fond des Yvelines, où tu vas parler de Frexit. Bah, en fait, tu te retrouves dans des situations comme ça. Les personnages sont super bien taffés, genre super intéressants. C'est très drôle aussi. Et pour les personnes qui s'intéressent à la politique, c'est vraiment vraisemblablement les personnes qui nous suivent ce soir, je vous le conseille vraiment parce qu'on est plongé en plein cœur d'une espèce de manigance aussi politique avec les Tories. Enfin, on apprend plein de choses, c'est brillantissime. Voilà, foncez, lisez-le, c'est chambé. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation, Léa. Usul, à ton tour, ta carte blanche aujourd'hui. Oui, moi je l'ai écrite. Oh, Oui, tu t'es inspiré de Gaspard, c'est ça? comme Gaspard, et je me suis dit, s'il faut que je me recycle, faut que je montre que je sais faire des trucs. Voilà, bon, alors ça, c'est pas pour une chronique sur Inter, encore que on sait jamais comment Inter. Mais c'est un plan de carrière pour la suite. Ouais, c'est important, ouais. Ouais, attendez, on démarre. Ma carte blanche du jour va déplaire, déranger, irriter. Je prends le risque de me faire annuler. Cancel, comme on dit aujourd'hui. Je vais vous parler du wokisme et de la cancel culture. Cruelle ironie, ceux qui s'effraieront les premiers de la cancel culture seront les premiers à être cancel eux-mêmes. Le piège identitaire se referme d'abord sur les plus courageux. Jean-Michel Blanquer, Brice Couturier, Pierre Ménès et combien d'autres encore sont tombés au champ d'honneur pour que vive toujours qui une certaine idée de la République, qui de la liberté, qui de cette grivoiserie rabelaisienne de vestiaire dont les hommes ne sauraient se passer. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, dénoncer le wokisme. Ils ont le même âge, ils ont la même couleur de peau, voilà peut-être ce qu'on leur reproche. Est-il encore permis d'être un homme blanc dans ce pays? Importer des campus américains, le wokisme nous divise, nous enferme, nous assigne à résidence. Chacun a sa place. Et ça n'est pas la République. Ce repli séparatiste, celui des musulmans LGBT, des néo-féministes postmodernes, des intersectionnels décoloniaux, des étudiants en sociologie inclusive, sont en passe de devenir hégémoniques. Ces mouvements disent demander l'égalité, mais ils fractionnent en réalité notre société. Car, bon voilà, je pense qu'on a le... Je le fais bien ou pas? Ouais, non, tu le fais très bien, ouais. Je peux prendre une chronique, du coup, un peu n'importe où,
à France Inter, En à fait, tu cherches du RTL, au taf. Point, peux- à ouais, ouais, l'Express. Une vidéo de motivation. Non mais franchement le wokisme, vous en avez pas marre? Moi c'est un truc que je me demande sincèrement. Moi je l'ai écrit un peu avec le générateur aléatoire de wokisme importé des États-Unis qui nous sépare machin. On sent ils écrivent absolument tous la même chose. Ouais, mais ouais, tous, ouais. tous. Non, mais moi j'en ai ni marre ni pas marre. Je regarde ça avec un regard très extérieur. Je trouve ça curieux effectivement ce débat qui arrive en France. Je trouve qu'il arrive avec des gros sabots parfois, mais je trouve qu'il soulève des questions intéressantes. Mais non mais voilà un Toven, Rachel Kahn, Non, machin. mais, ouais. C'est- C'est ça, y a- c'est le truc des francs-tireurs là. Le Oh franc-tireur, là là, ils lancent leur propre revue là, les Ouais, anti-woke là. Les c'est anti-woke lancent leur hallucinant. propre revue. En plus, ils font un crowdfunding pour ça. Mais c'est moi pas j'ai beau. l'impression d'entendre depuis 3 ans la même chose. Leur discours c'est exactement toujours la même chose. Il n'y a aucune finesse, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Si ils changent le mot, alors c'était islamo-gauchiste il y a 1 an, maintenant c'est wokisme. Il y a 3 Exactement, ans ouais. c'était intersectionnel, j'en sais Il y a- rien. il y a 5 ans, c'était encore féministe. Et ils mélangent tout. Et puis il y a 10 ans c'était théorie du genre. Tout à fait. Oui, théorie du genre. Et Oui, c'est oui, la même vrai. chose. C'était comment elle C'est s'appelle les- Comment elle s'appelle l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Ah oui, mais Najat Vallaud-Belkacem qui s'en était pris plein la gueule. à Plein la l'époque. gueule. Avec ses ABCD de l'égalité. Ouais. Les là, ABCD oui, de oui, l'égalité, la théorie du genre, la journée de retrait de l'école, etc. Et donc voilà, Non, moi mais j'ai écrit ça en me disant bon, si jamais on peut plus rien dire d'autre que ça, parce que moi, quand j'écoute vraiment les grands médias, j'ai l'impression qu'en fait on ne peut plus rien dire d'autre que ça, que tu as absolument 80% des éditorialistes qui font leur truc sur ce ton-là. Bon, je me dis, si à un moment il faut que je bosse ailleurs qu'ici, faut au moins que je sache faire, donc on va s'entraîner. C'est pas très dur dans l'absolu, c'est pas très Tu dur. peux J'ai même envoyer ton l'impression. CV à franc-tireur, à Christophe Barbier. Non, mais j'ai en même DM l'impression sur que des Twitter. personnes très médiocres peuvent arriver aujourd'hui à se faire une carrière Naturellement. parce qu'ils sortent juste ça. Et que c'est ça qui est attendu, c'est ça qui est ronflant, qui fait plaisir aux bourgeois d'écouter le matin, ils sont là. Putain, Le c'est wokisme, vrai c'est que vrai. t'es on fire ce soir. Hein. Non mais j'en peux Ah non, mais plus. moi j'aime bien quand t'es comme ça. Mais c'est vrai que tu. Putain. À ce sujet, je vous conseille un Garde-en très sous la bon pédale parce article. qu'après il y a des. Voilà, Oui, il y a des invités. Des y a des Inrocks, invités. les Inrocks ont sorti un article le mois dernier pour lequel j'avais été interviewée qui s'appelle « Qui a peur du grand méchant woke ?» Et c'est un article de Myriam Levin. C'est très très bien. C'est assez intéressant. Et je vous le conseille vraiment. Moi, j'ai pas de carte blanche ce soir, si ce n'est qu'il y a un petit streamer montpelliérain qui est en train de faire un live pour annoncer un événement dans lequel je serai très probablement dans 2 semaines. Je vous en reparle demain. Voilà. Non, en fait, je sais pas si je peux le dire ou pas parce que je sais pas où il en est dans son live. Bref. Le Z, l'autre. L'autre Z. Le bon. Le bon Z. Le bon Z. J'y serai. Ça a été annoncé, c'est bon, je peux le dire. Je serai aux The Event dans 2 semaines. Yes, let's go, ça va être génial. Voilà.